Chers amis auditeurs, nous voici pour une nouvelle émission avec Madame Berthelot-Meunier. Là, on sort du déconfinement, on sort du bac aussi. Le bac vient d'être passé. Il paraît que c'est un cru excellent. Dans le 9-3, il paraît que... Ils sont à combien de pourcents? 95%, oui. Oui, c'est une réussite glorieuse. Spectaculaire, oui. Ah, c'est incroyable. Ah oui, oui, oui. Qui peut croire à la valeur de ce bac? Ah bah personne n'y croit, mais étant donné que c'est un label qui est demandé par tous, d'essentiel... En faculté. Alors voilà. L'argument qu'on vous sortira, le bac de 68 a été bradé. C'est vrai. Et ça n'a pas posé trop de problèmes. Parce que l'enseignement à ce moment-là était encore... se tenait, voilà. On était encore dans les dernières années d'ailleurs de la période où l'enseignement se tenait encore. Mais aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. Et déjà, depuis plusieurs années, si vous voulez, le bac est donné quand même avec une indulgence coupable, je dirais, pratiquement, parce que ça fait des années et des années que l'on a très peu d'exigences au bac, que l'on fait des pressions sur les examinateurs pour qu'ils ne, entre guillemets, pénalisent pas les élèves, les candidats. On met des coefficients exagérément élevés dans des disciplines où il est facile d'avoir une bonne note, comme par exemple l'éducation physique ou autres disciplines. Donc, si vous voulez, ça fait quand même des années que le bac ne représente plus grand-chose. Aujourd'hui, évidemment, ça a été amplifié un petit peu, mais... à la marge. À la marge, exactement. Mais ça posera inévitablement des difficultés en classe supérieure. Ah bien, forcément, c'est la raison pour laquelle nos gouvernants ont imaginé les parcours, le parcours sup et APB pour l'entrée d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre dans ces systèmes-là, qui sont de véritables bouteilles à l'encre, donc c'est que cela permet au système de faire entrer dans l'enseignement supérieur des élèves qui, par leurs résultats, n'auraient pas pu accéder et de refluer sur la bande les élèves qui sont brillants. On a eu le cas déjà en 2018, en 2019, d'une part avec la formule APB, c'est-à-dire admission post-bac, qui a été remplacée par Parcoursup en 2019. Et on sait très bien que vous avez des élèves qui ont été admis dans l'enseignement supérieur alors qu'ils venaient de lycée professionnel et qui n'avaient donc pas le niveau pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur en fonction des résultats. Et par contre, vous avez des élèves brillants qui ont été refusés dans des formations supérieures. Donc ces critères Parcoursup sont très opaques. Ah, c'est très opaque. Alors, je vous pose une question. Oui. Un élève brillant, oui, qui est écarté, peut-il pas s'adresser aux tribunaux administratifs? Alors, ça existait, bien sûr. Il y a eu beaucoup de recours administratifs, effectivement. Même pour le bac actuel, voilà. Il y a eu des recours. Oui, il y a des recours administratifs qui ont été intentés. Mais vous savez, quand le mal est fait, je vois par exemple, c'est à la rentrée 2019, oui, c'est ça, vous avez eu, dans l'Académie de Limoges, 900 étudiants qui se sont retrouvés en psycho, en première année psycho, faute d'avoir pu obtenir ce qu'ils avaient voulu. Alors, je doute fort que 900 étudiants aient voulu être en psycho, vous voyez. Bon, donc, les recours, c'est bien, mais souvent, c'est long, et puis, ça ne permet pas davantage de dégager des places. Et donc, on nuit réellement aux élèves brillants, et d'ailleurs... et on facilite l'entrée dans l'enseignement supérieur d'élèves médiocres. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer, au cours d'un entretien avec, je crois que c'est avec Jean-Jacques Bourdin, à la rentrée 2019, quand on lui a parlé de cette question-là, il a dit oui, non, mais c'était très bien. Nous avons permis à des élèves de lycée professionnel d'entrer dans les formations BTS, IUT. Ah oui, mais justement, si vous voulez, ce ne sont pas des élèves qui ont le niveau d'habitude, ce sont des élèves qui sont admis avec des bacs S et qui sont quand même plutôt dans les meilleurs. Donc on pourrait dire que Blanquer est un prestidigitateur. Oui, un faussaire, je dirais. Oui,
je dirais un faussaire, et c'est très inquiétant parce que, si vous voulez, jusque-là, je dirais pratiquement tous les ministres de l'Éducation ont été contestés, ce qui n'est pas le cas de Blanquer. Ce qui est très curieux. Voilà, exactement. Mais je pense effectivement qu'il bénéficie comment je dirais, des médias qui également favorisent Macron. Et donc, on a Jean-Michel Blanquer est adulé. Et je vois encore, j'ai étudié l'audition qu'il y a eu le 18 juin au Sénat. Jean-Michel Blanquer était interrogé par 4 sénateurs. Ils étaient mais vraiment en adoration, le remerciant de tout ce qu'il faisait. C'était merveilleux. Soi-disant, donc, il était là pour parler de la lutte contre la radicalisation islamiste. Et en fin de compte, si vous voulez, il a mêlé les deux. Et en fait, de lutter contre la radicalisation islamiste, il parlait de la lutte contre, en fin de compte, les écoles hors contrat et l'instruction à domicile. Comment expliquez-vous que des médias comme Valeurs Actuelles aient pu faire des articles relativement louangeurs pour le personnage? Serait-ce parce qu'il a été chef de cabinet de M. de Robien? Non, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a une méconnaissance. Honnêtement, vous savez, si je suis toujours en activité sur ce sujet-là, c'est que je suis vraiment très inquiète de voir que, bien sûr, vous avez toute une série de personnes qui sont de mauvaise foi, mais vous avez aussi beaucoup de personnes qui sont mal informés et qui ne savent pas ce qui se passe dans l'éducation nationale. Et il est vrai que, moi je le vois puisque ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet, c'est vrai qu'il faut quand même les suivre pas à pas, que c'est pas si facile que ça pour quelqu'un qui n'est pas dans le circuit. Et donc les gens analysent superficiellement les décisions qui sont prises et les analysent surtout, si vous voulez, isolées les unes des autres. Et ils ne voient pas qu'il y a une trame qui existe et qui est un fil qui se déroule depuis, pour la période contemporaine, du plan Langevin-Wallon de 1947. Et si on ne connaît pas l'origine de la dégradation du système et les différentes étapes, eh bien on ne comprend pas à un instant T la décision qui est prise et l'impact qu'elle peut avoir. Ce que l'on veut, c'est vider les cerveaux, si vous voulez, et puis y mettre ce que l'on veut y mettre. C'est ça. Et je relisais justement, j'ai travaillé sur le livre de Jean de Vigry sur les nouveaux pédagogues. On voit très clairement, si vous voulez, que l'instruction traditionnelle faite, dispensée notamment par les gens d'église, est basée sur la transmission, si vous voulez, des savoirs et permettre aux élèves et plus tard aux adultes qui seront de pouvoir faire progresser la société. Alors que les nouveaux pédagogues, quels qu'ils soient, finalement, leur objectif, c'est en fin de compte de laisser l'enfant faire ce qu'il a envie de faire, mais sans du tout une préoccupation de savoir quelle place il aura dans la société et de le vider de sa substance pour pouvoir y mettre effectivement ce qu'il veut y mettre. Et donc de transformer la société. Et aujourd'hui, on est dans cette logique de vouloir effectivement transformer la société, pas en transformant l'individu. D'ailleurs, un qui a été très explicite sur le sujet, et c'est ce qui rend notre discours plus crédible, parce qu'autrement, les gens pourraient nous dire « Non, mais attendez, qu'est-ce que vous allez chercher là ?» On est déjà en plein délire. Voilà, vous êtes en tous plein à la pensée. Voilà, exactement. C'est payant. C'est payant. Ah oui. Payot, il nous a tout dit. Vraiment, en 2013, on peut prendre toutes les citations qu'il a Quelques faites. slogans. Faire un homme nouveau. Faire un homme nouveau. Le libérer de la famille. La révolution française n'est pas terminée, il faut l'achever, etc. Oui, il a tout dit, en fin de compte. Et on est dans cette logique-là. C'est l'arrogance du diable. Ah oui. Donc Blanquer, Il aime bien dévoiler ses projets. Il y a une fierté mal placée comme ça. Oui. Blanquer paraît un homme sérieux, oui. Apparemment. Il parle qu'il faut transmettre les savoirs fondamentaux. Oui. Bon. Alors,
Je m'excuse de vous interrompre. Sa communication, la communication de Blanquer consiste à présenter tous les dispositifs salutaires pour l'éducation nationale comme s'ils étaient applicables à tous, alors qu'ils ne sont applicables que pour les réseaux d'éducation prioritaire, c'est-à-dire pour les élèves issus d'immigration. Parce qu'il faut savoir que depuis 2013, vous avez 2 systèmes éducatifs qui fonctionnent en parallèle. Un pour nos enfants qui aboutit à la disparition des cours, à la disparition de la transmission des savoirs, et d'autre part une école d'excellence qui est elle-même l'aboutissement de tout un processus et de toute une série de dispositions qui ont visé à favoriser l'excellence chez ces enfants-là. Donc Blanquer travaille pour le grand remplacement des élites. Donc l'objectif, c'est de faire une élite pour avec des gens élèves... du 9-3 ou d'autres zones. Exactement. Alors, quand on me dit, effectivement, ah oui, vous me rendez compte, bon, ça paraît un projet absolument insensé, mais certes, peut-être que le rendement n'est pas très élevé, je ne sais pas. Mais on ne sait pas ce qui s'y passe, parce que c'est effectivement dans des zones où personne ne va. Donc, on n'en sait rien. On sait simplement, si vous voulez, à travers les décisions qui sont prises, après, à travers les textes, à travers... Mais ce qui est certain, si vous voulez, c'est que, étant donné le nombre important d'élèves qui en bénéficient, c'est-à-dire 1 500 000 élèves, même si vous avez un rendement de 10%, il vous reste 150 000 élèves qui auront réussi. Et bien avec 150 000 élèves, vous faites une élite. Et je crois qu'il y a des places qui sont réservées à Sciences Po et Bien dans sûr. des grandes écoles pour Bien ces sûr. gens-là. Mais bien sûr. Et on a supprimé l'épreuve écrite de culture générale, entre autres. Oui, oui, ça pour tout le monde, mais de toute façon, si vous voulez. oui, non, on facilite l'entrée et puis on leur crée également des structures de préparation à l'enseignement supérieur de prestige. Vous avez les classes préparatoires intégrées, vous avez les classes préparatoires à l'enseignement supérieur qui ne sont destinées qu'aux élèves issus d'immigration. Mais c'est une forme de ségrégation. Ah bah bien sûr. Donc le principe républicain d'égalité est bafoué. C'est pourquoi, si vous voulez, si les gens savaient, c'est pourquoi j'essaie de me battre pour essayer d'informer. Parce que c'est ce que disait l'autre jour Olivier Piacentini, j'ai vu sur sa vidéo, parce qu'on lui parlait des Gaulois réfractaires, est-ce qu'ils existent toujours? Il dit oui, mais seulement ils ne sont pas informés. C'est ça, c'est ça là, le problème. C'est que les gens ne sont pas informés. Je suis sûre que les gens sauraient ce qui est contenu dans mes ouvrages, notamment sur la politique d'éducation nationale, mais ils se révolteraient, mais ils ne le savent pas. Donc tapez sur Internet Madame Berthelot-Meunier, vous verrez tout ce que vous avez... Oui, vous inversez toujours, c'est pas grave. Oui, tout ce que vous avez pu écrire et commander quelques livres à là, la librairie française par Internet. Oui, c'est ça. Je sors un livre à la rentrée, justement, qui... Et sur le second ouvrage sur M. Blanquer, si vous voulez, parce que j'ai déjà fait un premier ouvrage sur M. Blanquer, mais étant donné qu'il ne s'arrête pas dans ses errements, donc j'étais obligé de récidiver. Et apparemment, il jouit toujours d'un préjugé favorable. Mais oui, parce qu'il a un discours. D'abord, il a une stature qui donne l'impression, si vous voulez, de quelqu'un de sérieux, de solide, etc. Et il ment à la perfection. Enfin, je veux dire, c'est merveilleux. Puis en plus de ça, il utilise des termes, si vous voulez, qui prêtent à confusion. Parce que c'est ça, si vous voulez, dans la première partie de mon livre, que je sors à la rentrée, j'ai une première partie sur la désinformation et sur la façon dont on désinforme, justement. Là, vous avez l'ambiguïté, vous avez le silence, vous avez plein de choses, si vous voulez, qui permettent de... Et je donne un exemple, notamment, d'entretien qu'il a eu avec Jean-Jacques Bourdin, où c'est vraiment un festival de désinformation, si vous voulez. Et alors, il a l'art et la main. Il est génial, hein, il est brillant. Hein, c'est vraiment un garçon brillant, mais qui utilise effectivement son intelligence pour le mal, il faut le dire, et tout. Hein. J'ai même dû faire un remplacement, petite anecdote, dans un collège-lycée privé, soi-disant catholique. J'ai eu mon rendez-vous chez le directeur qui me dit alors ici, voilà, c'est une éducation chrétienne, etc., etc. Puis à la fin de la discussion, il me montre le trombinoscope des élèves. Voilà les élèves. Je te promets, les couleurs, il n'y avait pas un blanc. Pas un blanc. Et peut-être sur 1000 élèves, il y avait un chrétien, quoi. C'est tout. Ouais.
Alors, très sympa, très mignon, hein, je vais pas cracher dessus. Mais non, mais en région c'est des parisienne, enfants, tu vois. Oui, oui, tout à fait. En région parisienne. En région parisienne, mais c'est pas les seuls. C'est-à-dire que même des écoles chrétiennes avec dénomination de saints que vous voulez, parce qu'il en reste de chrétiens, disons, ont été vidés de leur substance. Oui. Et ceux qui voudraient redresser la barre, on peut penser à ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Passy. Ils ont la vindicte de certains groupes ou certains groupes de pression, pour être plus précis. Y compris du syndicat, parce que le syndicat de l'enseignement libre a joué aussi un rôle très négatif dans cette histoire de Saint-Jean-de-Passy. Et c'est là le problème aussi, si vous voulez, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas défendus, parce que, et les parents non plus, parce que, en fin de compte, tous les syndicats soi-disant de parents sont... ou d'élèves, si vous voulez, sont financés par l'État, sont subventionnés par l'État. Et ils reçoivent plusieurs centaines de mille euros par an. Donc, si vous voulez, quand vous êtes qui paie commande, donc évidemment, ils ne sont pas libres, c'est certain. Et l'UNAPEL, notamment, a joué un très mauvais rôle dans la question de... Alors que la présidente a été obligée de démissionner, mais bon, l'histoire n'est pas terminée. Ah bon, vous croyez ? On peut l'espérer. On peut l'espérer aussi, oui, c'est sûr. Il y a quelques signes avant-coureurs, si le gouvernement, pour différentes raisons, multiples et variées, nous reconfinait, que se passerait-il ? Téléenseignement ? Oui. Oui, tout à fait. Il semble que M. Blanquer ait dit que, ils ont déjà pensé à des dispositions en cas de reconfinement, et notamment, effectivement, le télétravail. Oui, mais combien d'élèves qui vont décrocher ? Mais écoutez, apparemment, donc d'après moi les documents que j'ai eus en ma possession, ça a plutôt pas mal marché. Vous aviez à peu près 2/3 à 3/4 des professeurs et des établissements qui étaient satisfaits des résultats qui avaient été obtenus. Donc c'est pas mauvais. Disons oui, mais ça coupe quand même le lien qu'il peut y avoir d'humain déjà entre, c'est certain. Entre camarades, disons. Ça me fait penser, c'est vieux déjà. Quand Chaban-Delmas voulait se présenter à la présidence de la République, il y a l'inénarrable Malraux, qui était déjà un peu décati, qui expliquait qu'il allait remplacer les professeurs par la télévision. Alors ça, à l'époque, ça n'avait pas tellement séduit les électeurs. Vous vous rappelez de cet épisode ? Non, je ne me souviens pas de cet épisode-là, non. Parce que là, les syndicats enseignants avaient protesté. Oui. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Qu'aujourd'hui, Blanquer jouit relativement de la tranquillité de la part des syndicats. Ah complètement. Mais oui, bien sûr, puisque de toute façon, Blanquer applique la politique des syndicats. Les syndicats et le ministère, c'est un peu la même chose. Ça a toujours été le cas, mais plus oui, ou moins. Bien sûr. Écoutez, j'entendais une émission... sur Radio Courtoisie de Jean-René L'Admiral où il y avait Paul-Marie Couteau qui a travaillé au ministère de l'Éducation nationale, ce que je ne savais pas. Et quand Jean-René L'Admiral lui a dit au ministère de l'Éducation, c'est la cogestion avec les syndicats, il a répondu non, c'est même pas ce sont les syndicats qui commandent. Donc, si vous voulez, ce qui se comprend tout à fait, là encore c'est pareil, il faut revenir à la source, c'est-à-dire qu'en 1947, si vous voulez, quand on a cru que le plan Langevin-Wallon était lettre morte et puis que personne ne s'en préoccupait, a été créée la FEN, Fédération nationale de l'éducation nationale, qui a regroupé tous les syndicats, du primaire à l'université. Et donc, ce sont eux qui ont effectivement permis la mise en œuvre du plan Langevin-Wallon d'une façon cryptée et très habile, ayant l'air de contrer le système tout en l'alimentant. Bien sûr. Si vous voulez. Une certaine complicité. Bien sûr. Très habile. Très habile. Alors, c'est peut-être dans la même ligne. À un moment, Blanquer s'était opposé à certains pédagogues. Il y a même eu des polémiques dans ce journal qu'on appelle Le Monde. Tous les gens qui tournaient autour de Badiou, ainsi de suite. Il avait fait des articles assez durs contre ces gens-là. Oui. Ça a duré quelques temps. Oui. Est-ce que c'était pour rassurer le gogo bourgeois, disons plus ou moins orphelin
disons, d'une droite politique. Bien sûr, ça c'est une astuce. C'est une astuce, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, ça ne repose absolument sur à rien de sérieux, absolument pas. Ah non, mais il a un cynisme. Monsieur Blanquer a un cynisme qui est vraiment déroutant, hein, et qui est glaçant aussi. Je vous assure que parfois quand j'écoute ces discours, que je reprends ces discours, je me dis mais c'est pas possible qu'il puisse dire des choses comme ça. Et alors avec un aplomb incroyable, et alors les gens applaudissent. Alors que va être le nouveau bac ? En grande partie contrôle continu ? Ah oui, c'est ça. C'est en grande partie du contrôle continu, hein. De toute façon, là, bon, le bac vaut pas grand-chose, mais là, à partir de la prochaine, c'est plus rien du tout. Non, c'est essentiellement basé sur le contrôle continu. Forcément, c'est basé sur le contrôle continu, puisque... Alors justement, là, les collèges-lycées d'un certain niveau, je pense, je sais pas, par exemple, à des collèges-lycées, Louis-le-Grand, Henri IV, Hoche, si tout est basé sur des contrôles continus, est-ce qu'ils vont pas être justement défavorisés par rapport à des lycées où là, les notes sont beaucoup plus faciles à avoir ? Je ne sais pas comment ça va se passer pour ces grands lycées, effectivement, mais... Parce que si eux sont à 13 de moyenne pour le meilleur, alors que dans des trucs plus défavorisés... Moi, j'ai le sentiment qu'on va laisser ils ont tomber tous l'ensemble 17. du système, y compris le système, parce que si vous voulez, il est question de faire disparaître les grandes écoles. Moi, je crois qu'on va faire disparaître tout le système, y compris les lycées de prestige, etc. Aucune réaction à l'étranger sur ce bac nouveau ? Non. Pour le moment, non. Donc ça veut dire qu'un étudiant, enfin un bachelier, pourra entrer dans une université étrangère. Ah, mais non, déjà à l'étranger, vous avez des pays, notamment, qui ne prennent plus des étudiants français avec un bac français, hein. Par exemple, je sais que déjà, depuis un moment, déjà la Suisse, si vous voulez, n'acceptait pas des élèves bacheliers pour je crois que c'était leur licence de lettres et tout ça. Oui. Non, il y a... Ou alors un examen d'entrée. C'est ça, voilà. Alors, effectivement, si vous voulez, donc vous allez avoir une... Alors, ce qu'il y a, c'est que vous allez avoir 3 bacs. Vous allez avoir 3 bacs. D'abord, un bac pour nos enfants qui vaut plus rien, basé essentiellement sur le contrôle continu. Mais il est prévu un bac très exigeant pour les élèves des écoles hors contrat. Très exigeant, basé là sur, effectivement, des épreuves par matière, sur un programme sur 2 ans, avec un jury qui leur est spécifique. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, on essaie de vraiment rendre les choses extrêmement difficiles. Donc, pour les écoles hors contrat. Pour les écoles hors contrat. Mais alors, quel serait le cas, mettons, d'un adulte qui veut se présenter au bac en candidat libre ? Il subirait le même sort. Bah écoutez, il faudrait qu'il se raccroche, à une école hors contrat pour s'il veut vraiment avoir un bac qui vaut quelque chose. Bah sinon, il aura un bac qui ne vaut rien, quoi. Bon. Et alors, donc, 2e bac, mais 3e bac, vous avez un bac qui va être destiné aux élèves issus de l'immigration, justement, qui ont bénéficient d'internats d'excellence et d'établissements qui sont des établissements publics spécifiques et qui vont passer ce qu'on appelle le bac international. Et ça, ce sont des bacs bilingues. Donc vous avez 3 bacs différents parce qu'il est évident qu'ils ont des scolarités tellement différentes, si vous voulez, qu'il est pas possible de faire passer le même bac pour tout le monde. Donc, le bac pour nos enfants, un bac qui ne vaut rien. Le bac pour les écoles hors contrat, très exigeant. Et le bac pour les élèves issus d'immigration, qui est un bac bilingue, si vous voulez, avec beaucoup d'exigences à la clé. Voilà, 3 bacs. Vous avez 3 bacs. Qui sont prévus, voilà. C'est effrayant. Ah ben c'est effrayant. Et ça, les gens n'ont pas la conscience, si vous voulez, parce que aujourd'hui, il faut le reconnaître, si vous voulez, que les gens, bon, dès l'instant vous dites... Jean-Michel Blanquer dit, justement, dans ses citations, ça en dit long, hein. Respecter autrui, ça se joue lors des premières années de la vie. L'enfant a un potentiel d'empathie très très fort. Oui. Donc en fait, c'est ça, il joue sur le fait que l'enfant soit suffisamment empathique vis-à-vis d'une masse étrangère et l'accepter beaucoup plus facilement pour que par la suite on puisse vivre dans leur société
je dirais même pas multiculturel, mais multi sans culture. Eh ben, c'est pas tout à fait multi sans culture, c'est-à-dire que là où on va avoir... alors, ce qu'ils veulent, si vous voulez, c'est justement, et on voit très très bien dans les discours de M. Blanquer, notamment, je vois lors de l'audition au Sénat le 18 juin, on voit très bien, si vous voulez, sa volonté de mettre la main sur les écoles hors contrat, sur l'instruction à domicile, parce que ça les gêne, si vous voulez, parce que ce sont des écoles qui veulent justement maintenir les traditions et la culture française, et ça les gêne énormément. Alors, ce qu'ils veulent, c'est effectivement, ce qu'ils voudraient, c'est mettre la main sur ces écoles-là, et puis faire que les immigrés, les populations immigrées, dirigent la France, soit l'élite de la nation, et puis que nos enfants soient les larbins. Donc c'est-à-dire on accompagne le grand remplacement en remplaçant les élites. Hein. Et on voit bien déjà, si vous voulez, on voit déjà apparaître quand même, hein, on le voit bien dans le journalisme, les hommes politiques, on voit quand même des changements qui apparaissent et qui viennent de là. Hein. Naja Belkacem, elle est venue au titre du regroupement familial à 12 ans. Je pense pas effectivement qu'elle avait un bagage quand même très élevé. Si elle avait effectivement, si elle est arrivée là où elle est arrivée, je pense qu'elle a quand même bénéficié de tout un parcours d'excellence. Rachida Dati, c'est la même chose, etc. Parce que ça fait un moment que ça dure, hein. Rachida Dati, c'est peut-être un peu plus mérité, quoi. Elle a un niveau, quand même. Mais Naja Belkacem n'est pas sotte, hein. Non, elle n'est pas sotte, mais elle est beaucoup plus sournoise et tu la sens mauvaise. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose, mais elle était très habile aussi. Hein. Elle était... Justement, moi, je pense que comme elle faisait un petit peu jeunette, etc., les gens disaient, quand même, une jeune femme comme ça, à la tête du ministère de l'Éducation nationale, mais elle savait très bien ce qu'elle faisait. Oui. Pour revenir à l'école privée, donc qui dépend théoriquement, qui est régie par la loi Fallou, qui a été modifiée à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qu'on voit? Que l'État cherche, au fond, à imposer, au moins dans les grandes lignes, les programmes, qui n'est plus vraiment... Oui, exactement. Donc ça, c'est un problème. C'est un gros problème. Et ça, c'est la loi Gatel de 2018. Deuxièmement, autrefois, l'ouverture d'une école privée était très facile. Oui. Aujourd'hui, c'est régi par une réglementation extrêmement contraignante. Oui. Hein, il y a 50 ans, 60 ans, il suffisait que vous ayez le bac, que vous ayez travaillé 5 ans dans l'enseignement. Mais même avant la loi Gatel, c'était ça, c'est pas il y a 50 ans, c'est juste avant la loi Gatel que Jean-Michel Blanquer a fait voter, parce qu'il a prétendu que c'était à l'initiative de Madame Gatel du Sénat, mais en fin de compte, c'était lui qui était derrière. Hein. Donc il y a bien un objectif à moyen terme d'éradiquer cet espace de liberté. Ah ben c'est certain, oui. Et c'est ça qui est très inquiétant. Alors ce qui est amusant, que Fallou, qui était un libéral au XIXe siècle, avait demandé cette loi au nom du droit commun. Oui. Bon. Et on voit que le résultat. Oui. Oui, bien sûr, ça a été détourné. Et peut-être, disons, les ultramontains ou les gens de droite, bien que le mot soit impropre, on peut penser à Louis Veuillot, au Canal Pi, refuser la loi Fallou en disant quoi? L'État enseignant qui contrôle l'Église enseignante. Il y avait déjà à l'époque un renversement, mais que les gens n'ont pas remarqué. Non, c'était pas évident. Mais on arrive malheureusement à la fin de cette émission. On n'a pas tenu des propos très encourageants. Écoutez, je voudrais qu'il soit encourageant, et malheureusement, je suis moi-même effrayée de l'avenir de la France si on continue sur cette lancée, et s'il n'y a pas de réaction vraiment assez forte contre cette politique, il est évident qu'on va droit dans le mur. Est-ce que vous auriez justement un mot d'espoir pour les parents qui, par exemple, pour déjouer tout ça, le téléenseignement, la mauvaise éducation, voudraient faire l'école à la maison? Vous auriez un mot d'espoir pour eux?
Oui, mais l'école à la maison pourrait sauver effectivement certains enfants, mais Elle est très encadrée. elle est très encadrée, c'est ça. Il faut se déclarer à la mairie. Voilà. Autrement, si vous ne le déclarez pas, vous avez une amende. Vous risquez une inspection de l'académie. Et si par malheur, vous n'avez pas la boîte à déverser des ordures, c'est-à-dire la télévision, ben, vous risquez des remarques gênantes. De toute façon, oui. est prévu par Blanquer, justement, à la rentrée 2019, un renforcement du contrôle de l'instruction à domicile. Mais bien sûr. Ah oui. Ah non, ça, école hors C'est contrat. combattu. D'ailleurs... Et on ne peut pas regrouper plusieurs enfants de différentes familles. Voilà, c'est ça. C'est interdit. Voilà. C'est ça. Ah non, c'est leur peur, si vous voulez, qu'il y ait justement ce noyau d'enfants qui reçoit un enseignement de qualité, une formation intellectuelle, qui est le récipiendaire de la culture française. C'est ça qu'ils ne veulent pas. On devient des parias en donnant des cours à des enfants chez soi à la maison. C'est fort. C'est illégal. Donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter? Que les parents qui, quand même, sont attachés à l'avenir de leurs enfants, réfléchissent et voir qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est en cause? Ce sont nos libertés. Eh oui. Nos libertés. Eh oui. Voilà, à très bientôt. À très bientôt, frère Thierry, merci infiniment.